C'est sans aucun doute l'un des rêves les plus anciens de l'humanité, voler tel Icare, devenir un oiseau. Puis au début du XXe siècle sont arrivés des pionniers, des risque-tout, qui ont fait que les terriens que nous sommes pouvaient tout à coup se déplacer dans les airs. Pour fêter les 100 ans de l'aviation en Aquitaine, France 3 vous invite à un formidable voyage d'hier à aujourd'hui, de la Terre à l'espace, sur les traces des Blériot, Lindbergh et Saint-Exupéry. Dessine-moi un avion. De l'art dans l'air, l'aérogare de Bordeaux transformée en musée d'art moderne. C'est la première concrétisation de ce centenaire de l'aviation, une façon d'accueillir les 3,5 millions de passagers qui passent chaque année par cet aéroport. Et parmi eux, un grand voyageur, Bernard Chabert, que voilà, il arrive du bout du monde pour le tournage d'une grande production américaine. Bonjour Bernard, avec Richard Gere. Hilary Swank, ça sera l'histoire de qui? D'Amelia Earhart, la plus grande aviatrice sans doute de tous les temps, qui a disparu au milieu du Pacifique en 1937. Alors Bernard Chabert, journaliste, pilote, créateur d'une émission mythique sur France 3 Aquitaine, Pégase, vous allez nous accompagner durant plus d'une heure pendant cette émission. On va d'abord faire un bond 100 ans en arrière, 1910. Ouais. Marcel Issartier, un jeune homme un peu fortuné, acquiert une centaine d'hectares ici à Mérignac pour y faire quoi? Pour y faire ce qu'on appelait à l'époque un champ d'aviation. Enfin, on commençait à peine à chercher des noms pour désigner ces choses. Ça s'appelait un champ d'aviation, plus tard c'est devenu un aérodrome, puis un aéroport. Mais Issartier, donc ici, là, au-delà des parkings actuels de Mérignac, de l'aérogare, avait donc créé ce premier champ d'aviation d'Aquitaine. Il faut dire que c'était aussi un des tout premiers d'Europe, puisque à cette époque-là, la France était en avance sur tous les autres pays en Europe et les régions, petit à petit, se lançaient dans cette aventure. Et celle-ci, ici en Aquitaine, on n'a pas vraiment perdu de temps pour se mettre à voler ici. Alors, 100 ans plus tard, il y a plus de 700 000 mouvements ici. Ça fait près de 200 par jour sur l'aéroport de Bordeaux, qui est le cinquième en fait de France. Ouais. Mais les tout débuts de l'aviation, c'est quand même une histoire de pionnier, de risque-tout. Et le premier vol d'un plus lourd que l'air, il date de 1903, les frères Wright aux États-Unis. En plein hiver, d'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont fait ça en plein hiver, dans un endroit qui est sur la côte atlantique et qui ressemble beaucoup à la dune du Pilat. Ce sont des grandes dunes de sable avec beaucoup de vent, un vent glacé, un vent froid. Et ce matin-là, les deux frères Wright, Orville et Wilbur, avec 3 témoins et un chien, qui était témoin aussi, ont donc réussi quelques vols dans la journée. Leur premier vol, il faisait à peine 40 mètres de long, une douzaine de secondes. C'était pas très contrôlable, mais d'évidence, ça avait volé. Il y a une photo qui le prouve. Et ça a été l'acte de naissance d'une nouvelle humanité. Et alors, ces frères Wright, ils vont venir, et ça peu de gens le savent, s'installer en France et en Aquitaine carrément pour ouvrir la première école de pilotes au monde. À quel endroit? C'était à Pau. Avant ça, donc ils étaient venus en France parce que c'était des Américains du Midwest et qui avaient le sens des affaires. Et donc ils espéraient vendre leur appareil, comme on disait alors. Ils espéraient le vendre aux militaires. Donc ils étaient venus en France, ils avaient démarché un peu, puis ils étaient passés au Mans où ils avaient un peu volé. Et ensuite, ils sont venus à Pau et là, ils ont réellement installé ce qui est la première école de pilotage. Oui, parce qu'un bon artisan, pas encore industriel, mais trouver des clients, faut créer la demande, donc il faut former des pilotes. Il faut former des pilotes. L'idée. Le premier exploit, parce qu'on va chercher à aller toujours un peu plus loin, un peu plus longtemps, un peu plus haut, c'est 1909, la traversée de la Manche par Louis Blériot. Louis Blériot, c'était un gars qui construisait des phares à acétylène pour automobiles. Il était avenue de la Grande Armée à Paris. Il s'était ruiné avec ses expériences aéronautiques. Il avait d'ailleurs aussi ruiné sa femme. Et quand il traverse la Manche pour la première fois, il établit un des grands piliers de l'histoire du ciel. Il y a eu 3 grands vols dans l'histoire. Blériot la Manche, Lindbergh l'Atlantique et l'équipage d'Apollo 11 la Lune. Et donc Blériot, en réussissant ce premier vol, a réellement commotionné la civilisation de l'époque, puisque même les journaux anglais ont titré « L'Angleterre n'est plus une île », c'est dire. Et donc, ça a ouvert la voie et c'est probablement ce qui a motivé des gens comme Issartier et beaucoup d'autres. Mais ici, dans cette région,
il y a eu une réponse extraordinaire Alors, à cette c'est une essai stimulation. transformé pour Blériot, parce que dans la foulée, il va vendre quand même plus de 800 appareils. Et des Blériot 11, il y en a toujours et qui volent encore. Direction la Ferté-Alais à la rencontre d'un merveilleux fou volant sur une drôle de machine. En 1910, les avions étaient des cerfs-volants équipés d'un moteur. Le plus moderne de ces appareils, comme on disait alors, était le Blériot 11. Malgré les apparences, le type 11 est un avion quasiment parfait, même étudié un siècle plus tard. Ce Blériot habite la Ferté-Alais, temple français de l'aviation historique, sur lequel règne le roi des archéologues du ciel, Jean Salis. Ça a été construit par des gens qui étaient des spécialistes du bois, puisque c'est quand même un assemblage de cordes à piano et de morceaux de bois. C'est du charronnage allégé en quelque sorte. Voler là-dessus, c'est une aventure. La structure est d'une souplesse inquiétante, le moteur brûle autant d'huile d'Ori 5 d'essence et la simplicité du total confine au dénuement, mais pourtant tout y est. Il ne manque rien de fondamental à cette machine volante et c'est ce qui en fait un authentique chef-d'œuvre. Le Blériot 11, c'est l'essence même du concept de l'avion. Celui qui est assis sur le siège d'osier n'est pas un pilote, c'est un aviateur. Et les mécaniciens, sans qui l'avion ne vivrait pas, étaient à l'époque surnommés le Royal Cambouis. En 1910, le spectacle d'un avion prenant son envol confiné à la magie. Un homme, courageux, allait monter au ciel et tenter d'y maîtriser la trajectoire de cette machine aux commandes approximatives. Voler était d'abord un acte de foi. L'aviateur se fondait dans son avion et celui-ci épousait le ciel, ses remous et ses petites turbulences. C'était l'âge de la découverte d'un nouvel apprentissage, celui de la troisième dimension. L'homme de piéton allait devenir oiseau. Et les aviateurs de 1910 ignoraient qu'ils allaient ainsi changer le monde, mener à bien leur révolution, une révolution aux conséquences colossales. Tout simplement, ils allaient rapetisser la planète et accélérer la marche du temps, et offrir tout cela aux autres hommes. À leur manière, ces gens-là ont accouché d'une nouvelle civilisation. Que de chemin parcouru, le Blériot 11 volait à 80 km/h à quelques centaines de mètres. Cet Airbus A300, lui, vole jusqu'à 800 km/h et peut atteindre les 10 000 mètres. Quand on les regarde, quand on les compare, on se dit qu'ils sont très différents et pourtant, ils reposent exactement sur les mêmes principes architecturaux. Quoique, cet Airbus a un petit quelque chose de particulier. Regardez sur la queue de l'avion, d'énigmatiques dessins de l'Homo sapiens à l'homme dans l'espace. Et pour cause, cet Airbus A300 n'est pas du tout aménagé comme ceux que vous avez l'habitude de prendre en tant que passager. Suivez-moi, je vais vous montrer. Aucun siège passager, un espace totalement libéré. Soyez les bienvenus à bord de l'Airbus 0G. 0G comme l'état d'apesanteur que l'on connaît lorsqu'on tourne en orbite autour de la Terre. Comment recréer grâce à des vols paraboliques la microgravité sans partir dans l'espace? Réponse avec le PDG de Novespace, Jean-François Clairvoy, en situation tout là-haut. Nous commençons la manœuvre parabolique par une ressource. Pendant cette ressource, nous pesons très lourd dans l'avion, presque 2 fois notre poids. Regardez la bouteille qui redescend très vite. Il faut comme ça attendre jusqu'à 60 degrés d'inclinaison. Nous entendons l'inclinaison de l'avion. 40 degrés d'inclinaison. Injection. Commence la période d'apesanteur, exactement la même période d'apesanteur que les astronautes dans l'espace. Pendant 22 secondes, nous flottons. Et puis les scientifiques autour de moi effectuent de la recherche impossible sur Terre. Ils recherchent des phénomènes en apesanteur, que ce soit sur les fluides, les matériaux, les sciences de la vie, le comportement du corps humain. Et à la fin des 22 secondes,
nous redescendons et à nouveau nous pesons 2 fois notre poids pendant la ressource de sortie pour remettre l'avion à l'horizontale. Le revoici, Jean-François Clermoy, avec nous, et cette fois-ci les pieds bien au sol. Bonjour Jean-François. Bonjour. On vient de voir, et de belle façon, la manière dont, avec ces vols paraboliques, on peut recréer de la microgravité. Ça dure combien? 22 secondes, c'est ça à peu près? 22 secondes par parabole, et on peut effectuer entre 30 et 40 paraboles par vol. Alors voilà, qui sont vos clients? Et puis comment ça se passe, une campagne de vol avec cet Airbus? Alors, nos clients sont les agences spatiales, le CNES pour la France, l'Agence spatiale européenne pour l'échelle européenne, le DLR pour l'Agence spatiale allemande, et puis parfois l'Agence spatiale japonaise ou d'autres clients ponctuels, qui invitent à bord des scientifiques, des chercheurs, de laboratoires de toute l'Europe entière, qui ont besoin de l'apesanteur pour leurs recherches. La plupart se suffisent des 22 secondes pour produire des résultats et les publier dans des revues scientifiques. Certains, par contre, viennent pour tester du matériel avant de l'envoyer dans l'espace. Alors, il faut dire que l'apesanteur, il connaît bien ça, Jean-François. Il faut peut-être rappeler quand même que c'est l'un des rares astronautes français. C'est un des rares astronautes français, puis je me souviens, il y a très longtemps de ça, il m'avait raconté son service militaire qu'il avait commencé en allant faire le plongeur de combat, en marchant sous la coque des navires. Et puis après, à un moment, il a rêvé aussi de faire le plus haut saut en parachute du monde avec, en ayant bien gambergé une histoire, montée à 35 km en ballon, enfin bon. Et puis finalement, il a fini, ce qui est une grande logique, par se retrouver 3 fois dans des missions orbitales, et puis pas n'importe lesquelles, en particulier la dernière qui avait pour objectif la remise en route, le rajeunissement du télescope Hubble, qui est quand même un outil on en reparlera d'ailleurs universel, à la fin de la mission avec Jean-François. Revenons sur ces vols en microgravité. Donc cet Airbus 0G, il est propriété de Novespace, qui est une filiale du CNES. Comme ça, on se dit, c'est surtout un bel outil d'entraînement pour justement les futurs astronautes ou spationautes. Mais vous dites, concrètement, on fait surtout des expériences à visée spatiale dans cet espace. Alors, effectivement, on pourrait l'utiliser pour entraîner les astronautes à l'apesanteur, en particulier avant qu'ils connaissent leur premier vol spatial. C'est ce que font les Russes beaucoup avec leur Ilyushin. Par contre, ici, c'est avant tout un laboratoire de recherche. Il est aménagé avec les prises électriques, les connexions au vide extérieur, les systèmes de pressurisation pour des scientifiques qui font de la recherche. Ponctuellement, on peut amener des astronautes. Ça va arriver cette année avec les 6 nouveaux astronautes de l'Agence spatiale européenne pour qu'on les implique dans des expériences scientifiques pendant une campagne de recherche. Alors, expérience quoi? Il y a sur la physiologie humaine? Tous les domaines de la science et de la physique sont présents à bord. Vous avez la physique des matériaux, la physique des fluides, les sciences de la vie, donc de la recherche sur le corps humain, sur des animaux, sur les végétaux, des expériences de combustion, des expériences de physique des fluides, des expériences sur la poussière interstellaire, des expériences d'interférométrie. Par exemple, les atomes froids, une expérience très très pointue. On ralentit les atomes en les visant avec des rayons laser pour qu'ils se déplacent en ligne droite en apesanteur. Sur Terre, la même expérience ne marche pas parce que l'atome, entre 2 chocs interatomique, il tombe. Il ne décrit pas une trajectoire en ligne droite. Et en arrivant à refroidir les atomes froids en apesanteur, pour des horloges atomiques qui seront à bord du système Galileo de GPS européen, on arrive à augmenter la précision des horloges et donc de la position sur Terre d'un facteur 10. Alors, sans faire des expériences aussi pointues, c'est un peu tentant. Est-ce que le grand public, un jour, il peut espérer, moyennant finance bien sûr, mais expérimenter cette microgravité? Alors, c'est mon objectif, depuis que je suis à la tête de cette société, détachée de l'Agence spatiale européenne, d'arriver à ouvrir ces vols au public. C'est un avion prototype, il n'a pas de certificat de navigabilité formel, mais je me donne l'objectif, avant la fin de l'année 2010, à avoir pu organiser, avec les autorisations des autorités, le premier vol pour du public qui veut donc connaître l'apesanteur dans un vol de baptême de l'air. Alors je disais, l'apesanteur, vous connaissez, si je vous appelle Billy Bob, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le surnom que me donnaient les Américains parce que Jean-François, ils ne savent pas prononcer. Jean-François, c'est compliqué à C'était dire. Gene Francios. Mais Billy Bob, ça sonnait bien au Texas. Alors, vous racontez dans ce livre Histoire d'espace aux éditions Jacob Duvernet vos vols avec la NASA, avec la navette spatiale. Notamment, il y a une phrase moi, qui m'a un peu interpellé. Vous dites, si je pouvais, je partirais en vacances en apesanteur. Je chercherais à tout faire en apesanteur, petit coquin. Aller à la mer, aller à la montagne, visiter des musées, voir des amis. C'est aussi grandiose que cela? Rapidement, en apesanteur dans l'espace, bon, quelques-uns sont malades, mais ça ne dure pas longtemps. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être malade, alors je suis très malade en bateau. Mais on utilise toutes les parois et on s'y habitue. Moi, je dormais au plafond, j'avais toutes mes affaires rangées sur le côté. Et quand on rentre chez soi, on est frustré parce que tout doit poser par terre. Les meubles sont par terre, le lit est par terre, on est debout par terre, on ne peut pas utiliser le plafond. Donc,
je rêverais d'un monde où on puisse utiliser toutes les surfaces du volume dans lequel on vit, s'agenouiller au plafond pour manger. On le faisait très souvent, surtout pour dérouter celui qui faisait son premier vol, qui n'avait pas Oui, l'habitude. c'est-à-dire qu'on arrive, il y en a un qui est à l'envers. Enfin, à l'envers, il n'y a pas d'endroit et d'envers, mais personne n'est dans le même sens. J'ai un quoi. collègue, il est rentré chez lui, il s'est allongé sur son lit et il a ouvert sa canette de boisson en pensant pouvoir boire, il s'en est mis plein partout. On oublie complètement que la gravité nous impose de vivre qu'avec une surface sur les 6 faces d'une pièce. Ces images assez étonnantes, hein. Un CD, quand vous ouvrez la boîte, ça devient une soucoupe volante. De l'eau, ça devient une bulle d'eau dans l'air, en quelque sorte. Puis alors, des repas, il y a notamment un moment où vous rencontrez la station Mir, là où les 2 équipages se retrouvent. Manger un morceau de fromage, ça devient un jeu d'adresse. Et puis, il y a même des navettes spatiales en chocolat qui sont mises à s'envoler. Oui, j'avais pu organiser un repas international à bord de la station Mir, c'était extraordinaire. J'avais demandé à chaque membre de l'équipage d'amener de la nourriture de son pays d'origine, parce qu'on avait un assaut américain d'origine chinoise, un autre d'origine péruvienne, des Russes. Moi, je représentais l'Europe, j'avais amené du foie gras, du cassoulet, du petit salé aux lentilles, même du confit de canard à la sauce bordelaise au cèpe, donc il y avait même du vin dans la sauce. L'Aquitaine était du présente fromage dans de l'espace. chèvre fabriqué par ma sœur, qui était chevrière à l'époque. Et effectivement, manger en apesanteur, c'est une fête très particulière. Et parfois, on a envie de jouer. On nous dit toujours, quand on est gamin, il ne faut pas jouer avec la nourriture, mais on ne peut pas s'empêcher dans l'espace. Donc effectivement, on gobe les M&M's, les morceaux de fromage, et puis on... Est-ce que ça a encore du goût en apesanteur? Parce que ça Oui, passe bien beaucoup sûr, par le nez quand même, hein, la sensation. On a toujours le goût, mais il peut varier légèrement. On peut aimer plus et moins épicé, ou salé, ou poivré. Alors, le sel et le poivre sont liquides dans l'espace. On a des petits flacons liquides, c'est très rigolo, ça marche très bien. Et puis il faut faire beaucoup de sport pour ne pas perdre la masse musculaire. Sur un vol de courte durée, c'est pas très important. Sur un vol de longue durée, on fait du sport non seulement pour la science, comme dans cet avion. J'ai fait ici pédaler. Oui, parce que quand même, le principal de votre activité, c'est de faire de la science, c'est pas d'attraper des morceaux de fromage en l'air. Mais dans les derniers mois, le dernier mois avant de revenir sur Terre, c'est très important de reconditionner le système cardiovasculaire et musculaire qui s'est atrophié pendant le vol. On perd jusqu'à un quart du volume musculaire et même sanguin. Donc jusqu'à 2 à 3 heures par jour de sport les derniers jours. Bon, merci beaucoup Jean-François. On va se retrouver à la fin de l'émission pour parler de la place de l'Aquitaine, la France et de l'Europe dans l'espace. Mais avant cela, Bernard vous propose de découvrir une page importante de l'aviation qui s'est tournée en Aquitaine et très précisément à Biscarrosse. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Bah oui. C'est un endroit magnifique, entre l'Atlantique et la forêt, niché dans le désert vert des Landes. Si l'histoire des avions avait tourné autrement, le lac de Biscarrosse aurait pu devenir un des plus grands aéroports du monde. Car dans les années 30, l'hydravion semblait devoir régner en maître sur l'aviation transocéanique, l'aviation au long cours. Mais aujourd'hui, l'hydravion est devenu l'équivalent aérien des grands voiliers du commerce d'autrefois, des caporniers par exemple, une belle aventure pour romantiques nostalgiques du passé. Biscarrosse fut la première hydrobase de France avec l'implantation des ateliers Latécoère, mais aujourd'hui, il ne reste de tout cela qu'un magnifique musée, certes unique au monde, consacré à la saga de l'hydraviation. L'hydro, comme on disait alors, fut l'outil d'une série de grands exploits, effectués par des aviateurs devenus des héros, Jean Mermoz et sa Croix du Sud. Guillaumet est le lieutenant de vaisseau Paris, qui le premier ouvrit la route de l'Atlantique Nord à la manière française. Croix du Sud et lieutenant de vaisseau Paris étaient tous deux des Latécoère, produits à Biscarrosse. La vérité technique oblige à dire que l'hydravion n'était pas un très bon bateau, ni même un bon avion, mais son concept correspondait à un état d'esprit ainsi qu'à un contexte technique. Dans les années 30, l'hydravion était le summum aéronautique. De nos jours, Biscarrosse est devenu le Conservatoire français de l'hydraviation, qui tous les 2 ans organise un rassemblement européen attirant jusqu'à 30 000 spectateurs.
Pendant quelques jours, on vient contempler de très près, avec curiosité, ces drôles de machines volantes, dont chaque envolée semble ouvrir une porte vers une aventure. À Biscarrosse, on le voit bien, l'hydravion c'est un refuge pour les aviateurs inspirés par Indiana Jones. Si vous voulez retrouver votre âme d'enfant, allez donc rêver à Biscarrosse. Qu'ils utilisent l'eau ou la terre, les avions vont connaître un fort développement, notamment parce que c'est un outil qui va très vite intéresser l'armée. Oui, dès le début d'ailleurs, même les frères Wright avaient imaginé que l'aviation pouvait être militaire, même dans leur esprit devait être militaire avant d'être commerciale. Et c'est vrai que la Première Guerre mondiale, ça a été le passage d'une aviation qui était celle des cerfs-volants à moteur à quasiment ce qu'on pourrait presque appeler un avion d'aujourd'hui, en particulier dans le domaine des moteurs, de tous les équipements. Finalement, l'avion lui-même, l'avion fiable, c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'il a vu le jour. Tiens, j'en profite pour saluer François Courteau, voilà que l'on retrouve. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. On disait, la Première Guerre mondiale, c'est un événement important, même du point de vue industriel. Je crois qu'on passe d'à peu près 150 avions construits en France en 14 à plus de 52 000 en 1918. Les avions passent de 500 mètres d'altitude à 7000 mètres. Il y a un développement technologique à cette occasion qui est extraordinaire. Tout avance, l'aérodynamique, toutes les sciences qui constituent l'aviation, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, avancent pendant la Première Guerre mondiale. Et par voie de conséquence, ce qui était au début finalement une sorte d'artisanat d'art, un avion en bois, en toilette, etc. À la fin de la Première Guerre mondiale, on a déjà bâti des empires industriels, des empires. Alors seulement, voilà, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a plus vraiment de travail pour les pilotes. Donc il y en a qui vont se lancer dans ce qu'on appelle le flying circus, le fameux, ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, on se souvient du film. Et puis il y en a d'autres, et non des moindres, qui vont être embauchés pour la création d'une ligne qui va devenir mythique, les lignes Latécoère, rebaptisée en 1927, je crois, Aéropostale. Latécoère, Pierre Georges, c'était d'abord quelqu'un un peu de la région, puisqu'il était on l'a vu à Biscarrosse. Et Pierre Georges, donc, était un industriel qui faisait partie de ces empereurs industriels causés par la guerre. Et à la fin de la guerre, il se retrouve avec plein d'avions sur des parkings. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Et c'est là que cette aventure a commencé. Elle a commencé aussi parce que ces gens-là étaient quand même gonflés. C'est le moins qu'on puisse dire. Donnez-nous quelques noms de ces pilotes quand même. Il y avait Didier Dora qui était l'homme orchestre. Le courrier doit arriver, c'est la phrase qu'on lui donne, célèbre. Qui était un type qui avait fait des études d'horloger. Peut-être pour ça qu'il avait une obsession des avions qui partent et qui arrivent à l'heure. Et puis qui était astronome aussi, qui était un personnage complexe et intéressant. C'était un amoureux d'opéra. Et il y a eu beaucoup de ces aviateurs qui sont partis vers la ligne plutôt que vers le cirque ou qui sont restés dans l'armée. Beaucoup de ceux qui sont partis vers la ligne étaient des gens qui avaient compris quelque part, sans toujours bien l'exprimer, que l'aviation allait changer le monde. Alors, citez les autres. Jean Mermoz, Kessel, Henri Guillaumet, Saint-Exupéry. Et surtout, finalement, pour nous Français, celui qui est resté au sommet, c'est Antoine de Saint-Exupéry. On est le seul pays, la seule culture qui avons un aviateur qui, en plus, est devenu un auteur extraordinaire. Je vous rappelle que Le Petit Prince reste quand même, après la Bible et le Coran et le Capital, le livre le plus lu de l'humanité. Il nous inspirait d'ailleurs le titre de cette émission, Dessine-moi un avion au lieu d'un mouton. Bon. Je crois que c'est 17 500 km de ligne dans les années 30, l'aéropostale, l'Afrique bien sûr, et puis l'Amérique latine. De Toulouse jusqu'à la pointe, pratiquement au bout de l'Amérique du Sud, ils sont allés jusque là-bas, et il y avait plus effectivement de 17 000 km de route, puisque en gros, une manière
étrange de mesurer, c'est de se dire que l'aventure de la TECOR et de l'Aéropostale a coûté 1 mort aux 100 km. Il y a eu à peu près 170 morts dans les équipages, donc ça fait 1 mort aux 100 km sur la longueur de la ligne. Un petit mot sur l'Aéropostale. Bon, il va y avoir des difficultés financières, elle sera absorbée finalement par Air France. Ça a d'ailleurs des répercussions sur la tenue vestimentaire aujourd'hui du personnel navigant sur Air France. Si vous prenez l'avion, d'ailleurs c'est pour tous les navigants français, vous remarquerez que tous les hommes navigants, qu'ils soient d'ailleurs pilotes ou stewards, ont une cravate noire. Et ça, c'est parce qu'ils portent toujours, sans toujours le savoir, le deuil de Mermoz. Voilà, qui était disparu tombé en mer. Dans l'Atlantique Sud, à peu près à 1000 km des côtes, 1000 km de Dakar, en direction de Natal. Et donc depuis ce jour-là, les navigants d'Air France ont des cravates noires. Alors l'Aquitaine, au cœur du centenaire de l'aviation, on va en parler avec François Courteau. Vous êtes pilote de chasse, président de l'association du centenaire, vous êtes aussi industriel, directeur délégué du groupe Safran. Pour le Sud-Ouest. Dans le pôle Sud-Ouest. Vous avez même été directeur du centre d'essai en vol 10, c'est dire quand même vos compétences. Comment s'est développé, on évoquait tout à l'heure avec Bernard Issartier, la 1910, dès les années 30, en fait, va y avoir les 3 grandes composantes qui vont s'installer sur ce plateau de Mérignac, civil, militaire et industriel. Tout à fait. D'abord une base militaire, un peu après les années 30, un aéroport civil qui va grossir surtout après la guerre. Il était très beau d'ailleurs, celui d'avant-guerre qui a été détruit pendant les bombardements alliés. Qui était de ce côté-ci d'ailleurs du terrain. Oui. C'est dans les années 60 qu'on construit sur l'emplacement actuel. Oui, qu'il a été reconstruit sur l'emplacement actuel et qui grossit aujourd'hui, comme vous le savez. Donc effectivement, la composante transport militaire, transport aérien et la composante industrielle. C'est combien d'emplois d'ailleurs aujourd'hui le pôle aéronautique et spatial? Un peu moins de 40 000 personnes consacrent leur mission à l'aéronautique en Aquitaine. Voilà. Et quelques noms d'envergure internationale même bien dans sûr, les groupes industriels. Bien sûr, des génies comme Marcel Dassault, comme Joseph Sidlowski dans la partie Aquitaine Sud, donc concepteur des premières petites turbines pour hélicoptères. On peut citer Turboméca, oui, absolument, Turboméca aujourd'hui, du groupe Safran. On en est très très fiers. Pothèse, un grand nom aussi, un grand nom d'Aquitaine, qui a donné naissance à un avion mythique, le Fouga Magister. Donc on voit, il y a de quoi faire la fête quand même pour ce centenaire. Alors venons-en justement au programme. Ça va commencer, alors ça a commencé d'ailleurs, on le voyait au début de l'émission, là il y a 2 jours avec le lancement de l'exposition de l'air et de l'art. Musée d'art, oui, voilà, à l'aérogare de Bordeaux. Fort Expo, Confort Expo, va y avoir également une grosse exposition consacrée à l'aviation. Alors un temps fort, effectivement, à partir dès le mois de mai. Alors tout au long de l'année, il va y avoir des manifestations relativement importantes pour toucher tous les publics que nous voulons toucher, pour faire connaître ce joyeux en Aquitaine qu'est l'aéronautique. Donc que ce soit les enfants des collèges, des lycées et des personnes d'activité et des personnes retraitées. Et donc pendant toute l'année, des cycles de conférences, un cycle du film Air Espace, et puis des grands moments un peu symboliques, médiatiques. Mais il y aura une grande fête sur les quinconces également. La foire de Bordeaux, en mai, immédiatement suivie à une semaine près d'une fête sur les quinconces, avec exposition d'avions, montgolfières, un certain nombre de montgolfières, exposition de moteurs, de simulateurs. Et alors, un peu plus tard, au mois de juin, tout le monde connaît l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Mais sait-on où il était le 17 juin 1940? Effectivement, on peut se distinguer. Il était là, ici, juste de l'autre côté, du côté de la base militaire, pour partir pour Londres, d'où il a lancé son appel dès le lendemain, le 18 juin. Et puis c'est pas fini, parce qu'à partir de septembre, va y avoir aussi des grandes manifestations grand public, où la ville de Marignac d'ailleurs participera activement. Oui, alors dès le mois de juin, autour du 17, 18, 19, 20, il y aura ce qu'on va certainement appeler d'ici là la fête de l'aéronautique ou de l'aviation à Mérignac. Et puis effectivement en septembre, disons fin de l'automne, une manifestation un peu prestigieuse pour clôturer ces célébrations, puisque nous avons à peu près entre 30 et 40 manifestations prévues dans le cadre de ce centenaire. J'ai une question, la petite prince, pour vous Bernard. Décide-moi un avion, mais comment ça se construit un avion? Parce qu'on le voit comme ça, mais ça part de quoi au début? D'acier
d'acier? Au début, ça part. D'abord, ça part dans des neurones, parce qu'un avion, c'est vraiment une création, voire une créature. Et ensuite, il faut passer à l'acte et il faut le matérialiser. Et ça commence par des lingots de métal qui sont poinçonnés. D'ailleurs, ça ressemble plus à de la bijouterie qu'à de l'industrie au sens traditionnel du terme. C'est des alliages, c'est du métal, c'est des lingots. Et à partir de là, petit à petit, on façonne un avion un peu comme un énorme bijou. Ce qui étonne sur les images que l'on voit, hein, c'est tourné chez Dassault, c'est qu'il y a encore beaucoup d'interventions humaines. Les avions aujourd'hui sont pensés par de la matière grise, aidés par des ordinateurs et des calculateurs, mais derrière, on ne peut pas faire un avion s'il n'y a pas le coup de main. C'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, on utilise encore des maillets en bois pour fignoler une tôle qui doit avoir exactement la bonne courbure, et que l'aviation, d'ailleurs, on ne parle pas d'ouvriers en aviation, on parle de compagnons. Et alors, parlons du plaisir de voler. Lindbergh, qui a traversé l'Atlantique, qui a marqué également cette épopée, disait quelle liberté procure l'avion, quasiment un pouvoir divin qu'il confère à l'homme. Vous qui pilotez, qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-haut dans les cieux? La liberté de l'oiseau, je pense que c'est la première sensation. Et effectivement, il y a une très grosse différence entre voler seul ou voler en biplace ou avec... Transmettre en quelque sorte. Tout à fait. Et voler seul, c'est quelque chose qui est absolument vous avez l'œil qui fabuleux, brille, hein, on le comprend. Voler, c'est un virus pour lequel, fort heureusement, il n'existe absolument aucun vaccin. Tiens, démonstration avec la visite du Conservatoire de l'air et de l'espace qu'une poignée de bénévoles s'évertue à faire vivre. De l'avion au kit de 1930 au Mirage 2000, un reportage de Sophie Charbonnier. « 1933, le Pou du ciel entre dans l'histoire. Son premier vol est un franc succès. Doté des dernières technologies, moteur 2 temps, 10 cylindres, développant 18 chevaux et une vitesse maximale de 120 km/h. Henri Minier réussit son pari, inventer un avion à la portée de tous. Ce monsieur ne vendait pas d'avion, il a fait ça pour son plaisir et pour commercialiser, je dirais, promouvoir l'aéronautique à l'époque. Chaque fois qu'il faisait un avion, il notait toutes ces annotations et il a fait un ouvrage « Comment construire son avion » pour les gens qui étaient intéressés. Vous avez tous les plans pour fabriquer l'avion de A à Z. Ensuite, ils vous donnent où acheter le matériel. Tout à fait à la fin, ils vous disent comment on apprend à piloter et comment on pilote. Alors ça paraît curieux, mais il ne faut pas avoir peur, hein. Et il y en a beaucoup qui, au premier vol, poum, se sont plantés. « 1963, aussi gracieux qu'un oiseau, le Mystère 20 décolle pour la première fois depuis les pistes de Mérignac. Un avion d'affaires de classe qui a pourtant fait quelques frayeurs aux ingénieurs de Dassault lors d'un essai en vol. À 2 mois de la clôture de certification, il a eu une panne sérieuse sur une porte de train qui referme les habitacles de train principal, et une des roues n'est pas sortie. Et c'était avec un équipage du centre d'essai en vol. Et là, j'avoue qu'étant au sol, on n'a plus peur que quand on est en vol. Et j'ai eu peur que ça se termine mal. Et ça s'est terminé fort bien en essayant de poser l'avion sur la roue qui restait. Et puis petit à petit, la voilure s'est couchée et il a fait un petit cheval de bois. Et le lendemain, il revolait. « 1980, voici le fleuron de l'armée française, un avion de combat performant, vitesse, maniabilité, technologie de pointe, c'est le plus célèbre des avions de l'armée de l'air. C'est notre bijou. C'est l'avion qui équipe actuellement l'armée de l'air, c'est la vedette mécanique du film Chevalier du ciel. Alors tout ça fait que c'est un peu l'interdit et que les gens peuvent approcher. C'est un avion qui vole à Mach 2, qui a un rayon d'action, je crois, de l'ordre de 3300 km. Et puis
puis c'est un félin, je sais pas, c'est comme une voiture de course, quoi, finalement. On est fiers, on est content. C'est un avion qui est beau. Et nous voici de retour dans cet Airbus 0G de Novespace où nous retrouvons Pierre Terré du Centre d'essai en vol de Cazaux. Bonjour Pierre. Bonjour. Une petite question d'abord Bernard sur ce conservatoire qu'on vient de voir. Il est hébergé gracieusement actuellement par les militaires de la BA 106. Enfin, les élus de la région, ils devraient peut-être un peu se mobiliser. C'est une collection formidable, vous me disiez. C'est d'abord un outil pédagogique phénoménal. C'est la deuxième plus belle collection d'avions et d'objets aéronautiques de France, après celle du musée de l'air du Bourget. Et pour l'instant, c'est quasiment inaccessible au public, sauf quelques jours par an quand la BA 106 veut bien ouvrir ses portes au grand public. Et donc, ça serait quand même pas du luxe. Pour cette année de centenaire, qu'il se passe quelque chose. Qu'on trouve un hangar, quelque chose, mais qu'on puisse héberger cette collection. On ne va pas laisser ces merveilles enfermées. Bon, loin le message du public. est lancé, hein, vous nous écoutez. Ouais. Alors, Pierre Terré, du Centre d'essai en vol de Cazaux, qui dépend de la Direction générale de l'armement. Vous êtes sous-directeur technique du centre. Vous-même, navigant, quel est votre titre exact? Oui, je suis ingénieur navigant d'essai. Ingénieur navigant d'essai. Alors, c'est un lieu qui dépend de la Direction générale de l'armement, je le disais, qui est finalement peu connu du grand public et pourtant il est très important, stratégique même. Quelles sont vos missions? Oui, donc c'est des missions qui sont très anciennes, hein, comme l'aéronautique, puisqu'on a débuté, le centre d'essai en vol a été créé en 1944. Donc parmi les missions, elles sont de trois natures. D'abord, le travail au niveau de la qualification des aéronefs militaires et la certification des aéronefs civils, puisqu'on travaille aussi au profit du ministère des Transports. Quand on dit qualification, ça veut dire que pour pouvoir voler, il faut que vous lui donniez l'accord, vous dites c'est bon, il est sécure. Absolument, le matériel est produit par les industriels comme Dassault, par Eurocopter, et puis on doit effectivement, selon un plan de qualification, valider le dispositif. Donc ça, c'est la première partie. On est amené à exécuter des essais de façon pratique. Et enfin, une mission qui n'est pas trop connue non plus, c'est effectivement la formation des équipages d'essai, pilotes d'essai, ingénieurs navigants d'essai, donc comme moi qui suis qualifié ingénieur navigant d'essai. Ce sont d'ailleurs, je crois, des pilotes du centre d'essai en vol qui sont aux commandes de cet Airbus 0G lorsqu'il décrit les vols paraboliques. Oui, absolument, parce qu'il faut une technicité particulière pour opérer un avion. Bon, c'est pas un pilote de ligne standard qui opère ce type d'avion. Donc en fait, ce sont des pilotes effectivement qui sont rattachés dans nos services, qui opèrent. Donc ce sont des process particuliers qui opèrent l'avion, effectivement. Alors je crois que c'est Howard Hughes à qui on demandait mais pourquoi vous pilotez vos inventions? Il disait mais je vais quand même pas payer quelqu'un pour profiter du plus grand des plaisirs. C'est quelque chose d'assez mystérieux pour ma pilote d'essai. C'est le stade ultime hein, quand même. Ça, encore plus que pilote de chasse, on peut dire, Bernard. Normalement, les pilotes d'essai, c'est eux que choisirait Dieu s'ils voulaient apprendre à piloter comme instructeur. C'est quelque chose comme ça. Enfin, ça, c'est ce que dit le folklore. En réalité, les pilotes d'essai sont des gens qui, par définition, doivent être capables de s'adapter à peu près à tous les avions et à toutes les conditions d'exploitation des avions. Et puis non seulement ils doivent s'adapter, mais ils doivent aller vérifier que l'avion il fait bien ce que le constructeur a dit qu'il ferait. Ce sont des espèces d'arbitres. C'est un drôle de boulot. Hein, c'est risqué comme métier. Ça arrive qu'il y ait des accidents. Oui. Enfin bon, ceci dit, oui, c'est un peu vrai. Sauf que l'histoire des essais en vol est émaillée de difficultés. Au début de l'aéronautique, eh bien, tous les vols étaient des vols d'essai et tous les pilotes étaient des pilotes d'essai, bien sûr. Donc en fait, on a développé une méthodologie. Le centre d'essai en vol, c'est déjà une vieille dame qui a 65 ans. Donc on a engrangé des méthodes de travail qui font que aujourd'hui, bon, effectivement, il arrive encore qu'il y ait des accidents, mais c'est de plus en plus rare, bien sûr. Alors il y a une troisième mission qui est importante également, ce sont les tests des armements. Oui. Est-ce qu'on peut dire que sans l'Aquitaine, sans le centre d'essai en vol, la force de dissuasion française et l'armement ne seraient pas exactement la même? Oui, c'est clair. Enfin, bon, au niveau de la région de cette région en France, en fait, c'est une région qui était un petit peu isolée. Et en fait, dans le tandem, en particulier en Aquitaine, du centre d'essai en vol basé sur la base de Cazaux et du centre d'essai des Landes, donc avec des nouvelles... le centre d'essai des Landes et l'ensemble missile, basé, je dirais, en Aquitaine. Ce tandem fait qu'on a des grands espaces qui sont mis à disposition. Y compris dans l'océan.
y compris dans l'océan, puisque les missiles stratégiques, c'était ces missiles de très longue portée. Et donc il y a deux aspects. Il y a le développement du vecteur avion, c'est-à-dire qu'on parlera peut-être du Mirage 4, du Mirage 2000 et maintenant du Rafale, et puis le développement du vecteur lui-même, donc du missile aéroporté. C'est historiquement très important. On connaît l'aérospatiale en France principalement par Kourou, par Ariane, mais est-ce que ça aurait existé cette aéronautique civile, astronautique civile, sans l'astronautique militaire ? Non, parce que finalement, c'est un peu les mêmes matériels. D'abord, c'est les mêmes grands principes physiques. Et puis, quand il faut guider un missile ou quand il faut guider une fusée qui va aller placer un satellite en orbite, c'est toujours pareil. C'est un problème de positionnement à l'intérieur d'un truc en 3 dimensions qui est grand, qui est vaste, où on se déplace avec des vitesses extrêmement élevées. C'est quelque chose qui est à la fois très fin, très intellectuel et relativement simple au niveau de sa compréhension. Mais pour ça, il faut quand même disposer d'un endroit privilégié pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que Ariane et tout ce qui en découle, toute l'astronautique civile, l'astronautique habitée, éventuellement européenne, si un jour elle se développe vraiment, tout ça, il y a une filiation qui remonte, c'est vrai, un peu au début de la dissuasion, avec au tout début, par exemple, le Mirage 4, qui est un avion certes, mais qui ensuite a donné naissance à des missiles. En un mot, au niveau européen, le centre d'essai en vol, le centre d'essai des Landes, sont des centres parmi les plus expérimentés aujourd'hui ? Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, à la DGA, ces deux centres concentrent vraiment le creuset de l'expertise, je dirais, aéronautique et missiles. Et que si on regarde sur l'échelle mondiale de tous les centres qu'on peut connaître, puisque personnellement j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde, on est vraiment à un niveau, je dirais, extrêmement élevé et pour lequel on peut être extrêmement fier en Aquitaine, je pense. Justement, Bernard, vous parlez du Mirage 4, on va s'intéresser à son histoire, parce qu'avant de s'appuyer sur des fusées ou des sous-marins à propulsion nucléaire, la force de dissuasion française a eu besoin d'un avion, un avion exceptionnel, dont Bernard vous raconte l'histoire en images. À la fin des années 50, Charles de Gaulle devint président de la République française. Selon sa vision du monde, la France devait faire partie des nations de première division et pour cela, il lui fallait devenir une puissance nucléaire. Il fallait à la France ses propres bombes et ses propres bombardiers pour transporter les armes de l'apocalypse. Ce bombardier fut dessiné et construit par Dassault à Mérignac. On l'appela le Mirage 4 et il reste aujourd'hui l'un des avions de combat les plus extraordinaires de l'histoire. 10 ans avant Concorde, il allait aussi vite et aussi haut. Et avec son armement et ses équipages de 2 hommes, un pilote, un navigateur, il affirma la crédibilité et donc l'indépendance de la France. Ainsi allait le monde dans ces années-là. Le Mirage 4 est un monstre de compacité. Ses 2 cockpits sont minuscules au point que le capot du navigateur est creusé pour laisser un peu de place à son casque. C'est un bimoteur d'une 30aine de tonnes qui vole comme un gros chasseur. À son bord, au fil de sa vie qui s'étala sur une 30aine d'années, quelques centaines de jeunes gens sont ainsi devenus des quasi-astronautes, en même temps qu'ils assumaient leur rôle de chevaliers de l'apocalypse. Drôle d'aventure, mais bel avion. Aujourd'hui, le Mirage 4 a laissé la place aux missiles stratégiques.
Il n'en reste qu'une poignée, dont un qui monte la garde à l'entrée de la base aérienne 106, à Bordeaux-Mérignac. On ne mesure pas la dextérité, le savoir-faire que requiert le pilotage de tels avions. Le capitaine Laurent Ponce, lui, le sait. Bonjour, capitaine. Bonjour. Pilote de chasse, instructeur à l'école européenne de Cazaux. Si je voulais devenir pilote de chasse, quelles conditions devrais-je remplir ? Alors tout d'abord, il faut vous rendre dans un bureau Air Information dans toutes les grandes villes de France. Ça je peux le faire. Voilà. Et ensuite, il faut un minimum du baccalauréat, quelle que soit la section. Et à l'issue de votre inscription, vous passez des sélections sportives, car on a un certain niveau de sportivité à avoir. Et ensuite, tout s'enchaîne au niveau du concours, puis de l'instruction qui dure entre 3 et 2 ans. Suivant si vous commencez par une carrière longue ou une carrière courte dans l'aviation de chasse. Enfin, dit comme ça a l'air simple, mais Bernard, c'est vraiment le top de la crème quand même. C'est-à-dire que le pilotage de chasse, c'est un pilotage concentré qui exige de faire énormément de choses dans un temps extrêmement restreint. En fait, les pilotes de chasse, c'est des joueurs d'échecs de haut niveau qui joueraient aux échecs à l'intérieur du tambour d'une machine à laver sur le mode essorage. C'est un peu ça, quoi. Je caricature à peine. Alors, expliquez-moi ce qu'on ressent lorsqu'on est en vol en termes de pression, de force sur le corps. Voilà, ça doit être quelque chose d'inimaginable. C'est effectivement inimaginable. C'est pour ça qu'on peut comparer ça à quelque chose de fantastique. Il faut savoir qu'un pilote de chasse ne se fait jamais plaisir sur le moment. C'est toujours a posteriori. C'est-à-dire qu'on avance à 250 mètres par seconde. Donc on a toujours une anticipation à avoir qui est extrême. Tout est programmé dans la préparation du vol. Et le plaisir n'existe pas sur le temps présent. C'est-à-dire que le plaisir se fait à l'issue du vol avec toutes les images qu'on a emmagasinées pendant toute la durée du vol. La pression, elle est en fonction de ce que vous faites comme mission. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des vols avec 2G, c'est-à-dire l'accélération verticale, ou jusqu'à 9-10G en fonction du mode de combat. Ce qui veut dire concrètement qu'on pèse 10 fois son poids à ce moment-là. Exactement. D'ailleurs, l'un des risques, c'est ce qu'on appelle le voile noir. Vous avez un équipement particulier pour pouvoir pas tomber dans les pommes, quoi, clairement. Exactement. Donc en fait, on est équipé de ce qu'on appelle la combinaison anti-G, qui est un pantalon qui en fait est relié à un régulateur, qui lui-même est relié à un accéléromètre. Et en fonction de l'accélération de l'avion, le régulateur envoie de l'oxygène ou de l'air et qui gonfle le pantalon et qui fait pression sur les artères. C'est pour éviter qu'il n'y ait plus de sang dans le cerveau. En fait, c'est ça. Ça recrée une pression artérielle artificielle sur le haut du corps et qui permet au pilote de retarder l'échéance. Alors, votre savoir-faire a dû évoluer également avec l'évolution des avions. C'est une image là, qui date de juin dernier à Mont-de-Marsan. Vous voyez un Stamp, date de 1935, je crois, à côté d'un Rafale, l'avion dernier cri. Il y a vraiment beaucoup de différences entre ces deux avions ? Si on tire, ça monte, si on pousse, ça descend, et si on s'incline à droite ou à gauche, ça obéit. En fait, il y a à la fois pas de différence, mais quand même avec les avions modernes, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus la part des neurones devient de plus en plus importante, et surtout, il y a le facteur temps. Avant, on pilotait en 3 dimensions, avec les avions modernes, on pilote en 4 dimensions. Le facteur temps est primordial. Ça va tellement vite à tout point de vue au niveau de la prise de décision. En combat, on prend une décision toutes les 2 secondes, même pas. Vous êtes capable de tenir une altitude, même sans aide, j'allais dire, d'instruments, de combien, de quelle latitude? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres? Soit on évolue à côté d'un autre avion et on est à 1 mètre, 2 mètres de lui et on ne bouge pas, soit on est tout seul et ne serait-ce que grâce à l'horizon, on peut tenir ce qu'on appelle un palier, un vol rectiligne horizontal à quelques mètres près. La précision après est adaptée en fonction du type d'avion que l'on a. Avec le développement de l'électronique, de l'assistance au vol, il y a une part importante qui reste d'humain dans le pilotage. C'est ce qu'on dit, c'est piloté par un être humain, donc obligatoirement il y a une part énorme. Sans l'avion, on ne vole pas, et sans nous, l'avion ne peut rien faire. Donc la part est toujours aussi importante, et c'est ce qui permet d'avoir cette qualité, c'est-à-dire l'adaptation. C'est-à-dire que comparé à un drone, par exemple, le pilote de chasse pourra s'adapter à une situation en temps réel, alors que le drone a sa part, mais aura une adaptation plus lente. Dernière image, c'est la patrouille de France. C'était en juin dernier sur Cazaux.
On peut dire que ce sont des artistes à la fois dans leur capacité à manipuler, à manier l'avion, mais également dans les figures qui dessinent dans le ciel quand on est spectateur. Il y a quand même quelque chose qui est la base de la patrouille de France. Elle est là pour montrer le savoir-faire des pilotes de l'armée de l'air. Donc, dire que ce sont des gens exceptionnels au sein de l'armée de l'air, non. Ce sont des pilotes de l'armée de l'air qui... Juste représentatifs. Ils sont totalement représentatifs, oui. Normalement, chaque pilote de l'armée de l'air devrait pouvoir passer à la patrouille de France. Il se trouve que comme c'est un orchestre limité avec 8 musiciens qui jouent en même temps, il y a une sélection, forcément une cooptation. Mais le rôle des patrouilles acrobatiques, comme la patrouille de France, c'est de démontrer le niveau d'une armée de l'air. Une ultime question pour vous, capitaine. Il y a des moments quand même où vous arrivez un peu, pas lorsqu'on est en mission, mais à oublier tout ça et à prendre le plaisir de regarder autour. Rarement, parce que nous sommes des professionnels, donc obligatoirement tous les vols que l'on effectue sont associés à une mission, et cette mission, c'est notre métier, donc comme je vous dis, c'est toujours après. Alors je ne vous dirai pas, on arrive à voler quelques secondes malgré tout de plaisir, mais ça dure vraiment très court, c'est très court. Bon merci beaucoup. Puisqu'on parle de prouesse, je vais vous laisser parce que je vais retrouver dans le cockpit de cet Airbus 0G un as du pilotage et plus précisément de la voltige aérienne. Et ben voilà, incontestablement, il manque un féminin au terme as, car cette artiste des cieux, la voici, Catherine Monory. Bonjour Catherine. Bonjour. 10 fois championne de France, 2 fois championne du monde de voltige aérienne en 88 et 2000. Expliquez-nous ce que c'est de voler, de faire de la voltige, la précision que ça demande. Il faut aimer énormément jouer dans l'espace, donc utiliser les 3 dimensions. Et puis, ça s'assied sur, je dirais, beaucoup de passion, beaucoup de travail et une bonne santé. En tout cas, une très bonne oreille interne. Une bonne oreille interne parce que physiquement, vous subissez là encore des pressions absolument incroyables. Il paraît que des fois, même vous terminez avec les yeux tout rouges, c'est ça ? Le voile rouge, quand même, pas très souvent. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle de jet, donc c'est assez compliqué, assez difficile à supporter pour l'organisme. Ça fait battre le cœur plus vite, ça perturbe un peu la circulation du sang. Donc il faut apprendre à rester performant malgré les perturbations physiques. Elles ne sont pas très intéressantes en elles-mêmes, donc on apprend à passer au-dessus. Enfin, le résultat, en tout cas, est magnifique à voir depuis la Terre. Mais alors, vous, depuis la cabine de pilotage, d'abord, ça doit répondre très précisément. Le moindre de vos mouvements, l'avion a une réaction, c'est ça ? Absolument, ça bouge. Il m'est arrivé de croire qu'il y avait de la turbulence et de me dire non, il ne doit pas y en avoir, ça doit être moi qui ai bougé la main, effectivement. C'est une espèce d'entité, je dirais, j'allais dire le cheval, vous voyez, le cheval et moi, en fait, l'avion et moi, on partage vraiment l'espace ensemble et c'est pour ça d'ailleurs que chaque pilote a son avion et a un petit peu de mal à le partager. On peut être 2 maximum sur un avion comme ça. Alors vous avez passé votre brevet de pilote à 17 ans, vous avez une maîtrise de philosophie, vous êtes mère de 2 enfants. Qu'est-ce que vous venez chercher dans le ciel et qu'est-ce que vous y trouvez ? Alors, si je pouvais absolument vous répondre, j'aurais pas besoin de voler si je savais exactement pourquoi peut-être. Mais je crois que c'est un peu comme la mer, enfin c'est tous ces grands espaces qui font beaucoup rêver l'humain. Donc depuis que je suis petite, j'ai eu envie d'aller voir dans le ciel, dont on dit qu'il est parfait, qu'il est beau, ou essayer de voir la Terre de plus loin. Me détacher aussi peut-être des contingences absolument terrestres, de la pesanteur, échapper à la pesanteur. Moi qui ne suis pas du tout une bonne sportive, j'ai besoin des 300 chevaux pour me tirer, mais c'est une occasion de danser. C'est une occasion d'obtenir une certaine liberté, une certaine joie dans l'air. J'utilisais le terme artiste des cieux. Vous faites des dessins ? Oui, absolument. Souvent, en fait, il y a une idée dans le cerveau, je dirais, c'est très mental, une idée dans le cerveau, et ensuite, avec l'avion, je vais dessiner ce que j'ai essayé de faire, c'est un grand crayon dans le ciel. Donc, ça permet de vraiment réaliser une chorégraphie. À travers vous, c'est une façon aussi de dire que les femmes ont été très importantes dans cette histoire de l'aéronautique. D'ailleurs, je crois que dès 1910, baronne de la Roche, qui n'était pas du tout baronne, d'ailleurs, qui était artiste, a eu sa première licence de pilote. Et il y a une femme incroyable, c'est Adrienne Bolland, 1921. Quel exploit réalise-t-elle ? Elle a vraiment été extraordinaire. Elle passait la cordillère des Indes avec un avion, avec un petit moteur qui normalement ne pouvait pas le faire. Donc c'est vraiment, elle s'est dépassée, je dirais, en s'appuyant, en y croyant d'abord, en y croyant et en s'appuyant sur les Vous racontez courants ascendants. cet étrange bonheur de voler là dans ce livre
au Cherche Midi. C'est quoi le secret de voler? C'est de ne pas être sûr de soi, c'est d'être dans la continuité de ses prédécesseurs à Maillon? C'est sans doute tout ça, oui. C'est faire partie d'un ensemble, à la fois d'être capable de transmettre, à la fois de recevoir beaucoup, et de se dire qu'on fait partie d'une espèce de grande famille. Ça paraît un petit peu bateau comme ça, mais c'est vrai dans l'aviation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les formes d'aviation se respectent parce que tout ça, c'est à la fois facile et difficile, mais chacun fait des choses différentes et admire ce que sont capables de faire les autres. En tout cas, on vous admire et vous le méritez. Merci beaucoup, Catherine. Je vous invite maintenant à prendre place dans ce qui est sans doute le plus bel avion de ligne au monde, le Constellation. Avec lui, le transport de passagers va passer dans une autre dimension. Les hommes aiment et savent conserver les vieilles pierres, mais en matière d'aviation, ils ont en général la mémoire courte. Heureusement, de ci, de là, comme ici en Arizona, existent des justiciers de l'histoire qui savent faire des miracles, comme garder en vie le plus bel avion de ligne de tous les temps, un Lockheed Constellation. Nous sommes immédiatement après la Seconde Guerre mondiale et le monde entier a soif de vivre. Or, voyager, c'est vivre à grande échelle. Et une petite équipe d'architectes du ciel basée à Los Angeles dessine donc et construit un vrai chef-d'œuvre, un quadrimoteur long courrier, pressurisé, avec lequel l'Atlantique Nord ne mesure plus soudain qu'une quinzaine d'heures, avec lequel on va de Bordeaux à Dakar, en 7 heures seulement. Un navire magnifique, mené à travers le ciel par 4 personnages pour lesquels s'invente un vrai métier de seigneur, pilote de ligne. Le Constellation a offert les routes du ciel à ceux qu'on appelle désormais des passagers. Vous, moi, nous tous terriens qui marchons à 5 km/h. Avec le Constellation, nous pouvons désormais, nous les passagers, voler à 500 km/h. Mais avec le Constellation, en plus, la science et la technique deviennent œuvres d'art. Plus tard viendra Concorde, et ces 2 avions de ligne, Concorde et Constellation, sont devenus des icônes absolues. Mais plus aucun Concorde n'est capable de voler, alors qu'heureusement, il reste 4 Constellations qui savent toujours monter au ciel. Si cet avion, né à Burbank, à quelques minutes seulement des studios d'Hollywood, était un être humain, il s'appellerait Ava Gardner, Marilyn Monroe, Jane Russell ou Lauren Bacall. D'ailleurs, rappelez-vous les vieilles photos, toutes les stars du 7e art ont volé en Constellation. C'était l'âge d'or du voyage aérien et pas encore celui du transport aérien. Depuis ce splendide avion, les capacités des avions gros porteurs n'ont cessé d'augmenter. Est-ce qu'on sait à peu près combien d'humains volent chaque année ? L'an dernier, on ne doit pas être loin des 3 milliards de passagers ayant volé. Ce n'est pas 3 milliards de personnes individuelles, parce qu'il y en a certains qui volent plusieurs fois. Enfin, ça fait quand même 3 milliards, à peu près la moitié de la population terrienne est montée au ciel. On évoquait les pionniers au début d'émission. On voit quand même que il y a eu un bouleversement en 100 ans absolument incroyable par rapport à cette 3e dimension. Et surtout, ça s'est passé dans un laps de temps qui est tellement bref que, c'est une génération à peu près. Génération et demie. Beaucoup de monde a pris l'avion, mais très peu sont partis dans l'espace. C'est dire le privilège que c'est de retrouver Jean-François Clairvoile, PDG de Novespace, qui est propriétaire de cet Airbus 0G, basé à Mérignac, mais surtout qui a fait 3 missions avec la NASA et avec l'Agence spatiale européenne. Racontez-nous le décollage. Comment ça se passe dans une navette? Ça pousse très très fort, j'imagine. Alors, ça pousse pas plus fort que Space Mountain, c'est 1,5 G. Mais on a là quand même une sensation de puissance dans le derrière. Nous sommes assis sur un siège normal, mais imaginez un avion de ligne qui est
cabré à la verticale. Donc on repose sur notre dos. Et au moment du décollage, c'est vraiment yes! On sent le coup de pied aux fesses. Et l'accélération augmente en permanence parce qu'on consomme 10 tonnes de poudre par seconde et 1 tonne d'oxygène d'hydrogène liquide par seconde. Donc la masse diminue très très vite et la poussée est la même. Donc au bout de 2 minutes, on arrive à 3G, on est assis, on peut à peine lever le bras pour atteindre l'interrupteur, donc on utilise des perches télescopiques pour les atteindre à distance. On a du mal à lire nos instruments parce que ça secoue pas mal. Puis on sépare les gros propulseurs à poudre et après on continue pendant encore 6 minutes et demie, on atteint 3G de nouveau et d'un seul coup c'est la pesanteur. C'est-à-dire qu'en 8 minutes et demie, on passe de 0 à 28 000 km/h, c'est environ 25 fois la vitesse du son, et d'un seul coup, c'est la pesanteur pour toujours. Pour rentrer, il faut freiner notre vitesse orbitale, sinon on reste en orbite pour toujours. D'ailleurs, les vitesses sont phénoménales, y compris quand on redescend. Vous avez là, parmi tous vos badges qui prouvent que justement vous êtes hors norme, Mach 25. Oui, c'est la NASA qui nous brode sur notre blouson, c'est le blouson de la NASA. Le chiffre Mach 25, qui veut dire 25 fois la vitesse du son, c'est la vitesse que l'on aborde dans la rentrée de l'atmosphère au moment de la rentrée. On fait le tour du monde 16 fois par jour. Cette vitesse est vraiment astronomique et ça nous permet d'avoir un panorama sur notre planète qui est absolument époustouflant. Alors ça n'empêche pas qu'il faille travailler. Lors de votre dernière mission en 1999, vous avez participé à la réparation du télescope Hubble. Vous aviez, donc ça pèse je crois 10 tonnes, 11 mètres de haut, 6 milliards de dollars au bout de votre bras télescopique. C'est d'avoir un peu de pression quand même à ce moment-là, non? Oui, d'ailleurs, la veille du décollage, le patron de la NASA nous appelle dans le quartier de quarantaine en nous disant « Bon, on vient de perdre une sonde martienne, je compte sur vous pour redorer le blason de la NASA et de l'ESA, parce que le télescope spatial Hubble est un programme de coopération entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. » Et le télescope était cassé, il était en sommeil profond, dans le coma si on peut dire, incapable de pointer, les gyroscopes étaient en panne. Donc on est parti avec une certaine pression et j'étais le seul aux commandes de ce bras robotique pour le capturer dans l'espace, le fixer dans la soute de la navette. Et on m'avait dit, tu as 6 milliards de dollars dans les mains, il ne faut pas te tromper. Mais vous savez, on est bien entraîné. Donc au moment où ça arrive, dans notre vie, c'est normal que ça arrive parce qu'on s'est préparé longtemps à ce ce moment-là, on fasse cette tâche-là très concentrée, en travaillant en équipe, hein, c'est-à-dire chacun compte sur les autres, on s'entraide et on réussit et c'est la satisfaction maximum de l'équipage, c'est réussir la mission. Reparlons de la place de la France et de l'Europe justement dans la conquête spatiale. Vous avez travaillé également sur l'ATV, qui est un véhicule automatique pour venir Enfin, quel est le principe? En fait, ça vient sur la station spatiale internationale, elle s'accoste et ça amène du matériel, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne... en quelque sorte. Voilà, l'Agence spatiale européenne est copropriétaire de cette station spatiale internationale. Et en tant que copropriétaire, on doit contribuer au coût de copropriété, ce que ça coûte de la faire fonctionner. Pour la faire fonctionner, il faut amener régulièrement du carburant et puis pour l'équipage, des vivres, de l'oxygène, des vêtements, des pièces de rechange. Plutôt que de le faire en cash en payant les Américains ou les Russes pour qu'ils lancent ce matériel avec leurs fusées, on paye notre coût de copropriété en nature avec notre fusée Ariane 5 depuis Kourou, le port spatial de l'Europe, en Guyane française, et ce vaisseau ATV dont le premier avait été baptisé Jules Verne. Alors actuellement, il se désintègre en rentrant dans l'atmosphère, mais on pourrait imaginer peut-être dans le futur y mettre des spationautes dedans, faire un vol habité, un peu comme Apollo, 100% européen cette fois-ci. Tout à fait, sachant que Ariane 5 a été conçu au départ pour le lancement habité de la navette Hermès, donc ce ne serait pas trop difficile de l'adapter au vol habité, il faut surtout mettre une tour d'éjection. Et en ce moment, nous travaillons en Europe sur le programme ARV, qui est la version récupérable de l'ATV, équipée d'une capsule, pour au moins ramener du cargo intact. Et l'étape suivante, ce sera non seulement du cargo, mais des hommes et des femmes. Un dernier mot, vous avez quelque chose d'unique et vous le racontez dans ce livre, Histoire d'espace. Depuis votre balcon sur les étoiles, vous avez pu admirer la planète bleue. Vous dites que ça dépasse l'entendement humain. Oui, ça dépasse... tout ce que l'homme aurait pu imaginer de faire en beauté et en grandiosité. Quand vous voyez les déserts, la chaîne de l'Himalaya, les chaînes de volcans, les nuages, les ouragans très très puissants, les superbes atolls du Pacifique, les couleurs turquoises, toutes les 45 minutes, on survole le côté de la Terre éclairé par le soleil, 45 minutes du côté qui est à l'ombre, 45 minutes l'hémisphère nord où c'est l'hiver, 45 minutes suivant l'hémisphère sud où c'est l'été, on voit changer les couleurs des saisons, on tombe amoureux de notre planète et on l'aime, on a envie de la protéger et on se rend compte que
C'est un vaisseau spatial dont nous sommes tous les passagers. Vous avez à vie, du coup, cette étincelle dans les yeux, là, après ça. Hein. Et puis, ça me donne envie d'y retourner. Vous pourriez y repartir? Je suis encore astronaute actif de l'Agence spatiale européenne. Est-ce qu'on revient aux avions, là? On peut imaginer, il y a des projets, peut-être qu'un jour on puisse monter hors de l'atmosphère pour regarder. Et d'ailleurs, c'est plus vraiment des avions, c'est déjà la bande-annonce de ce que Jean-François a vécu et les autres astronautes. Plutôt que d'aller en orbite et donc de faire un tour toutes les heures et demie, l'idée est de monter tellement haut, donc il faut aller vite, monter tellement haut qu'on va pouvoir avoir 6, 7, 8 minutes la bande-annonce de ça, c'est-à-dire on sera à une centaine de kilomètres d'altitude et par des hublots, on aura une vision de la Terre qui sera quand même déjà quasiment celle qu'on a en orbite. Et donc, Branson, le célèbre Richard, a monté une compagnie qui s'appelle Virgin Galactic et espère dans quelques années pouvoir faire voler ses premiers passagers. Et d'un autre côté, pas très loin d'ici, il y a Astrium avec un projet de tourisme, si on peut dire. Allez, attention parce que le temps nous est compté, Bernard. Merci Bernard, merci Jean-François, à vous. On va finir ce voyage avec la découverte d'un avion d'affaires, sans doute le plus beau au monde. Il est construit ici, à Mérignac, par les usines Dassault. Si vous avez un peu plus de 33 millions d'euros, vous pourrez vous offrir le 7X, un avion hors norme à plus d'un titre et l'héritier d'une longue histoire. Comme il serait fier, Charles Lindbergh, en voyant cet avion, le 7X, petit dernier de Dassault. Fier car c'est un peu grâce à lui que tout a commencé. Mandaté par la Pan American, qui cherche un avion d'affaires, Charles Lindbergh se rend à Mérignac et découvre le Mystère 20. Il annonce alors à son directeur « J'ai trouvé ton oiseau, nous sommes le 4 mai 1963, l'épopée des Falcons est lancée ». 40 ans plus tard, un nouvel atelier porte son nom, construit pour accueillir un avion d'affaires nouvelle génération, le 7X. C'est un avion qui va un petit peu plus vite aussi que ses cousins, les autres Falcon, et qui, par rapport aux concurrents, a une grosse nouveauté, c'est le premier avion d'affaires avec des commandes de vol électriques. Pour obtenir de telles performances, il a fallu modifier l'avion, et modifier notamment l'aérodynamique, et ceci se retrouve principalement au niveau de la voilure. La voilure qui, par rapport aux autres voilures des autres Falcon, est de 30% plus grande. Qui dit avion exceptionnel, dit technologie exceptionnelle. C'est une première, le 7X est entièrement développé en maquette numérique 3D. En clair, de la conception de l'appareil aux opérations de montage, tout a été simulé. Le 7X est le premier avion virtuel. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais dans l'atelier d'assemblage de Mérignac, c'est aussi une petite révolution. Fini le plan, support papier d'un ancien temps, place à un système unique, le logiciel CATIA. C'est un outil entièrement en 3D, donc qui permet de voir en temps réel, puisque nous sommes liés directement au bureau d'études. Donc dès que le bureau d'études génère une pièce, nous sommes capables de voir en 3D. Et donc pour nous, ça nous permet non seulement une meilleure appréhension de l'environnement, mais surtout un meilleur travail de préparation pour les compagnons à l'atelier. Ok, donc je t'ai mis la tablette à jour, dedans tu as la fiche d'instruction, les zones de remontage, donc mais tu peux y aller, c'est bon. Le système papier, il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avec. Avec CATIA, on a la pièce en réel, on la voit, on peut l'orienter dans tous les sens. C'est vraiment quelque chose de pratique. Le 7X arrive à Mérignac en pièces détachées, vis, tuyaux, câbles, voilure, tout est monté sur place. L'avion alors prend forme petit à petit, à l'extérieur comme à l'intérieur. Dès qu'on reçoit le fuselage de BRS, la première chose que l'on fait, c'est installer la pieuvre électrique. Ça part des moteurs jusqu'au cadre 1. Alors c'est tous ces câbles-là, là, et c'est coaxial, aussi bien sous plancher que dans tout le fuselage. Après, au bout de 10 jours, dès que la pieuvre est passée, on attaque l'aménagement intérieur, tout ce qui est oxygène, carburant et hydraulique. J'ai connu un peu tous les avions, le 900, le 2000.
venir travailler sur celui-là, c'est quelque chose... la fierté, oui. On est content. Et il y a de quoi, ce nouvel avion d'affaires haut de gamme séduit déjà. Le carnet de commandes est plein jusqu'en 2010. Cet oiseau, capable de faire Paris-Tokyo d'une traite, aurait conquis Charles Lindbergh, c'est sûr, ce héros de la traversée de l'Atlantique en 1927. Bernard, il me reste à vous remercier d'avoir si gentiment joué le copilote sur cette émission. Avec plaisir. À signaler d'ailleurs que pour le centenaire de l'aviation, France 3 Aquitaine va remettre dans le ciel la mythique émission Pégase. Oui, à partir du 13 février, donc tout prochainement, et ensuite une fois par mois jusqu'au mois de juin, on aura donc de nouveau un Pégase sur l'antenne régionale, et puis peut-être qu'après on continuera, ma foi. Espérons-le en tout cas. Très bon vol. Merci beaucoup. Et à puis, bientôt, si Bernard. vous volez prudemment. Toujours prudemment. Toujours. Avec Michel Toutain, notre réalisateur, et tout l'équipage du quart de France 3 Aquitaine, nous espérons que ce vol fut aussi agréable qu'instructif. À suivre, un documentaire sur le Mirage 4, en espérant vous retrouver très prochainement sur nos lignes. Au revoir.